Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-études qui vous en donne plus. Au Québec, les enfants débutent la maternelle à 5 ans. Dans certains pays, c'est plus tôt, ailleurs, c'est plus tard. Mais ici, c'est la ligne qu'a tracée nos experts. On sent une certaine poussée de maturité chez nos enfants vers l'âge de 4 ans. Mais est-ce que la maturation cérébrale est réellement au rendez-vous? Et pour nous, en tant que parents, il s'agit d'une étape importante vers l'autonomie de nos enfants. Hein? C'est vraiment une étape d'affirmation de soi. Comment les accompagner avec succès vers leur transition scolaire? Comment leur donner le goût et l'amour de l'école? Eh bien, c'est ce dont je vais discuter aujourd'hui avec Caroline Gendreau, orthophoniste, et Roxane Larocque, psychologue, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour, mesdames. Bonjour. D'abord, Roxane, j'aimerais savoir, j'ai observé, hein, c'est nullement scientifique, là, on parle d'observation de parents, chez les enfants d'environ 4 ans, une certaine bouffée d'autonomie, de maturité, un moment où ils entrevoient justement l'entrée à l'école, ils se sentent plus grands, ils veulent être plus indépendants, mais la maturité cérébrale, elle, n'est pas toujours au rendez-vous. Est-ce que c'est une observation qui fait du sens selon la littérature? Oui, tout à fait. Ben, dans le fond, les enfants, là, rendus à cet âge-là, ont passé plusieurs étapes. Là, ils ont compris qu'ils sont des personnes à part entière, distinctes de leurs parents, de leurs frères, leurs sœurs, leur entourage. Ils ont vécu des fois là, des espèces d'angoisse, là, de crise, d'abandon, de séparation. Là, ils sont rassurés. Après, autour du 3 ans, là, on tombe plus dans les émotions, les montagnes russes d'émotions. Et là, à 4 ans, ben, c'est ça. C'est comme si là, ils se sentent rassurés, ils commencent à se découvrir eux-mêmes, leur personnalité, à l'affirmer. Et ils sont beaucoup au niveau du jeu dans l'imaginaire aussi. Donc, ils vont jouer à papa-maman, ils vont jouer à je te prépare un café. Et là, la frontière entre le réel et l'imaginaire, tu sais, ils se voient capables. Ils se voient capables de le faire, alors que dans les faits, ben, ils ne seraient peut-être pas capables de nous servir au restaurant comme ils le font dans le jeu. Et des fois, ce décalage-là leur amène beaucoup de crises de colère. Ils n'ont plus le goût de nous écouter tout d'un coup, alors qu'il y a 2 secondes, ça allait super bien. Ou ça vient, comme tu disais, la maturation est encore en train de se faire. Donc, des fois, c'est ça, on voit des enfants qui peuvent être super autonomes pendant un bout de temps, puis après ça, complètement décompensés là, parce qu'une petite affaire ne s'est pas passée à leur. Oui, mais justement, parfois, on blaguait avec des amis, mais on disait, oh là là, l'adolescence commence à s'installer. Hein. On sent vraiment une bouffée de maturité, un intérêt à voler de leurs propres ailes. Mais bon, on sait qu'ils ont encore besoin de nous pour quelques années. D'ailleurs, j'aimerais qu'on regarde ensemble, mesdames, un peu un bilan qu'on peut faire à 4 ans, tout juste avant l'entrée à l'école. Certains enfants ont fréquenté des milieux de garde, d'autres non. Caroline, de ton côté, en orthophonie, est-ce qu'il y a certains acquis? Est-ce qu'il existe, par exemple, des grilles que nous, comme parents, on pourrait lire, vérifier afin de s'assurer quand même que notre enfant atteigne disons, un niveau plancher? Là, je ne suis pas du tout dans la performance, mais je veux juste m'assurer qu'il ait tous les outils nécessaires pour son entrée à l'école. Oui, effectivement, ça existe sur le site de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes là, à ooaq.qc.ca. On a des repères développementaux justement là, pour chaque tranche d'âge, donc ça peut guider les parents. Généralement, là, autour de 4 ans, l'enfant comprend assez bien, comprend les notions, même abstraites, là, comme les notions de temps. Il n'est pas encore capable de les utiliser. Mais justement aussi dans son discours, Roxane parlait tantôt là, que l'enfant a un jeu qui est plus complexe, il rentre dans l'imaginaire, il y a des jeux de rôle et ça prend un langage aussi plus complexe pour être capable de faire ça. Alors l'enfant est capable d'avoir une conversation, de suivre, de maintenir en fait un sujet de conversation, il est capable d'expliquer, de raconter aussi de façon simple. Donc,
Justement, il est plus autonome aussi au niveau là, de sa communication. Donc, si c'est pas le cas, si l'enfant est pas capable de raconter, d'expliquer, s'il y a beaucoup d'éléments simples qu'il comprend pas, ça nous met la puce à l'oreille aussi. Mais vraiment, vous pouvez aller voir là, les repères là, sur le site de l'Ordre des audiologistes et orthophonistes. Là, ça donne un bon coup de pouce. Oui. Et on le sait, hein, la connexion parent-enfant, c'est ce qu'il y a de plus important lors de la petite enfance. Mais Roxane, pour un enfant, par exemple, qui n'a jamais fréquenté de milieu de garde, est-ce que ça peut être intéressant vers l'âge de 4 ans, par exemple, de l'inscrire à certains cours ou de faire des activités où son parent ne sera pas présent pour le préparer à la maternelle, ou c'est pas nécessaire, en général, il va rentrer à l'école du jour au lendemain puis ça va bien se passer? Ça dépend des enfants, mais tu sais, il faut savoir qu'il y a des gens qui font ce choix de vie-là, soit de rester maman à la maison, par exemple, ou même de faire l'école à la maison éventuellement. Puis on ne voit pas de distinction au niveau de la socialisation, c'est-à-dire qu'il y a d'autres voies pour justement préparer cette ouverture-là à l'autre. Mais ça se peut que l'enfant lui-même ait l'intérêt de sortir un peu du milieu familial, d'aller dans une prématernelle, mais pas nécessairement 4 jours ou 5 jours semaine, mais une petite avant-midi, une petite après-midi. Il y a beaucoup d'offres aussi maintenant dans les maisons des familles, des ateliers. Des fois, le parent peut être là, mais comme dans une autre pièce ou à côté. Donc, de commencer à voir, si on voit que notre enfant n'est pas prêt, il ne faut pas paniquer tout de suite non plus, parce que des fois, s'il n'est pas là, j'en parle souvent de la zone proximale de développement, mais ce qu'on veut, c'est que notre enfant sorte de sa zone, mais pas trop loin pour créer un immense stress. Là. C'est-à-dire qu'il peut être inconfortable, mais que ça ne lui cause pas de stress. Fait que, bref, c'est un peu le même principe pour ça. On parle de ses intérêts, on a à cœur ses intérêts à lui aussi, mais s'il n'est pas prêt, peut-être qu'il n'est juste pas rendu là et aller au parc, aller créer avec des amis. Là, on est en pandémie, donc ça rajoute un défi, mais juste ça sera suffisant et rendu à l'école, il sera rendu ailleurs. Oui. Et j'imagine ne pas faire ce genre d'observation ou de validation-là trop tôt. Hein? Parfois, les 2 mois d'été, simplement avant la rentrée à l'école, on a l'impression qu'ils prennent une bouffée de maturité, justement. Mais quoi faire, mesdames, si notre enfant nous exprime clairement de l'anxiété? Il nous dit « j'ai pas envie d'aller à l'école » ou on sent que ça lui fait peur ou les journées là, précédentes ou en début d'année, on a des problèmes de sommeil. Bref, l'anxiété se manifeste de plusieurs façons. Comment on devrait réagir? On ne peut pas ne pas l'envoyer à l'école. Effectivement, je pense que ça peut être, puis Roxane pourra compléter, certainement qu'elle a d'autres trucs que je connais pas. Mais tu sais, d'aller visiter le terrain de l'école, souvent il y a plein de modules de jeux, on peut en profiter pendant l'été pour y aller, se familiariser avec la cour de l'école. On peut aussi communiquer avec l'école puis demander à avoir une visite. Il y a toujours des journées pédagogiques avant que les enfants entrent à l'école. Donc, si notre enfant est vraiment anxieux, ça peut le rassurer de prendre rendez-vous avec son enseignante, d'aller visiter justement à l'intérieur de l'école. C'est juste un 10-15 minutes. Fait que l'enfant, la journée à sa première journée d'école, il va déjà savoir qui il cherche sur la cour d'école parce que c'est vrai que c'est intimidant. Il y a plein de monde. On ne sait pas trop. C'est un nouveau milieu. Alors, juste ça, là, ça peut venir le rassurer. Ça peut faire toute une différence. Tout à fait. Puis je trouve que pour continuer dans cette voie-là, des fois, on a tendance à, plutôt que d'adresser le problème, on essaie d'embellir. Mais non, mais tu es grand, c'est le fun, l'école, puis non, puis non. Mais c'est pas vrai que c'est tout le temps le fun, l'école, puis c'est pas vrai que c'est juste beau. Puis il y a des enfants pour qui vieillir, c'est un moteur, mais il y en a d'autres qui font comme non, là, moi, je veux rester à la maison avec maman, papa, ou je veux, tu sais, puis pour qui c'est un défi. Fait que reconnaître que c'est une période de transition, puis tu le nommais, tu sais, quand tu dis, on peut pas ne pas l'envoyer à l'école. Si c'est votre choix de scolariser l'enfant à l'école, il y a une grande différence que de dire ben là, il est un petit peu stressé, je le garde à la maison. Tu sais, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'évitement. Puis avec les trucs plus concrets que Caroline a mentionnés, il y a plein de pistes de solutions. Puis de reconnaître aussi, oui, ça se peut que ce soit difficile. Veux-tu, on va faire une semaine, on s'en reparle après. Ou tu sais, de laisser la place à nous aussi quand on change d'emploi ou quand on repense à nos grands changements de vie. On a eu à refaire nos repères. C'est stressant. Fait que je pense que de le recevoir aussi, puis pas tenter de convaincre, parce que l'enfant fait ah ouais, c'est si le fun que ça. Ah ben non, finalement, là, j'ai été stressée pareil ou c'est pas, tu sais. Fait que je pense qu'il faut doser nos réactions, que ce soit vu de façon positive, mais de reconnaître les défis que ça apporte. Oui, parce qu'on s'entend, c'est pratiquement leur
plus grande étape, si on veut, dans la petite enfance. Souvent, ils sont plus près de nous, mais là, c'est la première étape peut-être consciente vraiment du détachement avec la maison puisqu'ils sont plus vieux. Donc, justement, ça peut amener un certain stress, certaines émotions. Mais comment devrions-nous réagir si, justement, on voit après les premières journées d'école que notre enfant arrive à la maison et il y a de la difficulté à nous raconter ce qu'il vit ou peut-être que ça ne l'intéresse même pas de nous raconter ce qu'il vit. Est-ce qu'on doit respecter le fait que ce qu'il vit à l'école, ça peut aussi faire partie un petit peu de son jardin secret? Je dirais que c'est pas facile pour les enfants de raconter leur journée après une journée d'école. Souvent, ce qui va être plus aidant pour les parents, s'ils veulent en savoir un petit peu plus, ça peut être de poser des questions plus ciblées. Qu'est-ce que tu as aimé le plus à l'école aujourd'hui? Avec quel ami tu as joué? À quel jeu tu as joué quand tu es allé dehors? Donc, parce que sinon, ils ne se rappellent pas nécessairement de tout le fil de la journée. C'est comme si on leur demande une méga question ouverte, puis ils ne savent pas trop où aller piger l'information. Donc, d'y aller là, de façon plus pointue, ça va les aider. Puis, même nous, des fois, en tant qu'adultes, là, on arrive le lundi au travail, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Attends un peu, qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine? On prenne le temps d'y penser, alors qu'on a plein de ressources. Au niveau de notre mémoire aussi, elle est plus développée que celle des enfants. Donc, d'y aller là, de façon plus ciblée. Oui, puis t'amenais aussi, tu sais, que c'est leur première grande séparation. C'est la première grande séparation pour les parents aussi. On est habitué, tu sais, ils sont bébés, là, on sait, là, ils ont-tu bu, ils ont-tu mangé, ils ont-tu fait leur... Tu sais, c'est comme, on sait tout de tout, quasiment 24/24, sauf les périodes de dodo. Mais cette diffusion-là, elle se fait progressivement. CPE, on a quand même souvent, tu sais, les journaux de bord maintenant ou par les communications Internet, là, donc on sait, il y a des CPE qui mettent même, tu sais, y a-tu un pipi, un caca, tu sais, on s'entend, on sait tout de tout, là. Ah oui, les portions au repas et souvent aussi, on a un accès en fin de journée lorsqu'on va les chercher. L'éducatrice est là, on peut quand même poser une question. Mais à l'école, souvent, la professeure, on la voit pas ou au bulletin, mais ça prend quand même quelques mois. Non, puis en ce moment, on est en contexte de pandémie. Il y a des parents qui n'ont même pas mis les pieds à l'école, qui ne voient pas nécessairement le local, qu'on n'assiste pas au spectacle, bon, tout ça. Fait que ça en rajoute, mais même en temps normal, ça reste que c'est une séparation pour nous aussi. Puis des fois, comme parents, ben, c'est là où on veut beaucoup en savoir, mais est-ce que c'est notre propre stress finalement ou celui de l'enfant? Qu'est-ce que je veux vraiment savoir en dessous de ça? Puis d'accepter que l'attachement qui a été si important entre le 0-5 ans l'est tout autant maintenant, mais dans une autre forme. Là. C'est-à-dire que maintenant, l'enfant a sa vie à lui, a ses conflits, ses joies, ses peines à l'école, et on ne sait plus nécessairement tout. Et ça, c'est quand même un gros deuil. Un très gros deuil, justement, le premier matin, pour ceux et celles dont leurs enfants prennent l'autobus, de les voir aller seuls, on ne sait pas trop, est-ce qu'ils vont se rendre, est-ce qu'ils vont se perdre, Puis, en tout cas, de notre côté, mon conjoint et moi, on avait quelques scénarios dans notre tête, finalement, je vous rassure, tout s'est très, très bien passé, mais je dois l'admettre, c'est un deuil pour les parents, et souvent, on le dit, mon petit dernier est à l'école. C'est comme si l'école venait un peu fermer la boucle de la petite enfance, de notre petit bébé, mais au final, c'est un moment aussi qui est très beau de prendre de l'autonomie et où, j'imagine, viennent se consolider toutes ces bases qu'on a mises en place lors de la petite enfance. Tout à fait. Et quoi faire, mesdames? Souvent, on le dit, de ne pas surpréparer notre enfant pour la maternelle, de ne pas lui montrer à lire, à écrire, à compter jusqu'à 50 pour sa première journée de maternelle parce que ça pourrait amener des côtés négatifs. Par exemple, notre enfant pourrait s'ennuyer. Que pensez-vous de ça, la surpréparation en vue de l'école? Moi, je pense que ce qui est le plus bénéfique pour l'enfant, c'est de suivre ses intérêts, de suivre son développement à lui. Si l'enfant est intéressé par les lettres, par les chiffres, on ne veut pas non plus le brimer, on ne veut pas l'empêcher de faire ces apprentissages-là à la maison. S'il aime compter ses raisins, s'il aime compter ses voitures qu'il y a dans le salon, on l'accompagne là-dedans, mais c'est de ne pas insister, de ne pas lui faire faire des tracés de lettres à la maison. S'il n'en a pas envie, s'il nous regarde écrire puis il a envie de nous imiter puis faire des petits barbeaux, faire semblant d'écrire, c'est correct, on lui donne papier et crayon, mais c'est vraiment, je dirais, de l'accompagner dans ses intérêts. Puis, tu sais, Roxane parlait de la zone proximale de développement tantôt, c'est important de toujours rester dans cette zone-là. Parce que si on s'en éloigne, si on s'éloigne trop de ce que l'enfant est capable de produire, on perd son intérêt. Ça ne sert à rien d'aller acheter des jeux pour pratiquer des livres. Ou des gros livres, c'est ça, pour pratiquer des éléments scolaires.
les enfants apprennent tellement bien dans les jeux, apprennent tellement bien dans des contextes naturels. Justement, s'il aime compter ses raisins ou ses bleuets à la collation, il va pouvoir se pratiquer à tous les jours si ça fait partie de ses intérêts pour lui. Puis, tu sais, les enfants n'ont pas tous les mêmes forces, n'ont pas tous les mêmes intérêts. Puis oui, c'est vrai qu'à l'école, on développe plus certains aspects, mais ça ne veut pas dire que l'enfant qui est plus moteur s'en sortira pas bien non plus. Puis on peut aussi le stimuler à travers ça. Si lui, il aime plus... je ne sais pas, moi, faire des bonds, courir, on peut intégrer tranquillement les chiffres s'il aime ça, mais c'est ça, de ne pas se mettre de pression de performance. L'enfant n'est même pas rentré à l'école, on ne veut pas justement lui imposer cette pression-là de réussir quelque chose qu'il n'est pas prêt à faire finalement. J'adore ça, puis j'adore aussi le fait de ne pas les brimer à l'inverse, c'est-à-dire on ne veut pas les surpréparer, mais on ne veut pas les ralentir non plus. Puis en ce moment, je pense que la génération de parents est bien allumée aussi là, sur l'apprentissage par le jeu, puis tout ça. Et ça fait des enfants qui sont très allumés aussi, qui sont intéressés. Et il y a des profils, on entend de plus en plus parler de douance, qu'on entendait moins parler avant. Et souvent, je pense qu'on met beaucoup l'école comme, là, tu vas aller à l'école, tout le monde leur dit ça, tu vas apprendre à lire, tu vas apprendre à écrire, ou quand tu vas avoir 5 ans, tu vas aller à l'école. Et je pense qu'il faut reviser les attentes aussi. Puis souvent, chez ce profil de jeunes-là, ce que j'aime donner comme suggestion, c'est de dire, l'école, ce n'est pas nécessairement un lieu où il va apprendre à lire et à écrire, mais c'est un lieu où, en la maternelle, il va pouvoir apprendre les règles de conduite, il va pouvoir apprendre comment ça marche à l'école, comment on se fait des amis dans ce contexte-là. Apprendre, oui, c'est ça. Fait que là, l'enfant, parce que sinon, l'enfant qui sait déjà compter là, jusqu'à je ne sais plus quoi, puis qui sait déjà toutes ses couleurs, puis il arrive à l'école, puis là, oui, mais c'est bien plate l'école, là, on apprend à compter jusqu'à 10. Moi, je sais ça depuis je ne sais pas combien de temps, tu sais. Fait que des fois, c'est de leur montrer que l'école, c'est pas juste un lieu d'apprentissage de notions théoriques, mais c'est notre première société, règles de société, il y a quand même les garderies, mais on les accompagne beaucoup plus, puis souvent le ratio est plus petit. Fait que des fois, c'est ça, d'ouvrir les horizons un petit peu. Mais justement, ça m'amène 2 questions. La première, que fait-on si nous avons plusieurs enfants et, par exemple, avec notre aîné, on y est allé à son rythme, tout ça, l'enfant est rendu en maternelle, première année, mais là, le deuxième, qui n'a que 3 ou 4 ans, a un grand intérêt envers les devoirs de son frère ou sa sœur et il sait déjà, par exemple, écrire son nom, tout ça. Tu l'as dit, Roxane, on ne veut pas le freiner, mais en même temps, s'il arrive à l'école puis c'est tout, est-ce qu'il va s'ennuyer? Puis c'est souvent à ce moment-là qu'il va avoir tendance à babiller puis à déranger. Je dirais que ça peut être si l'enfant aime accompagner son grand frère ou sa grande sœur pendant la période des devoirs. On peut lui donner un cahier à colorier ou quelque chose qu'il aime. C'est pas nécessaire, c'est pas obligé là, que ce soit les cahiers de stimulation formels. Au fond, ce qu'il aime, c'est être assis à table, puis lui aussi avoir l'impression de travailler, puis il voit que son grand frère, sa grande sœur a souvent des compliments et souvent renforcés sur ce qu'il fait. Alors lui aussi, il vient chercher un petit peu ce type d'attention-là. On peut en profiter pour qu'il écrive son nom, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment de respecter son rythme là-dedans. Je ne pense pas qu'il soit capable de suivre, s'il y a 3-4 ans, nécessairement les apprentissages là, de l'enfant qui est en première année. Oui. Et justement, Roxane, quoi faire si on a l'impression, maternelle, c'est peut-être un peu jeune, mais première, deuxième, troisième année, notre enfant termine toujours en avance, revient à la maison en nous disant « J'ai compris, c'est plate, je trouve ça long, ça avance pas assez vite. » Est-ce qu'on doit justement lui expliquer tout ce qui entoure l'école? Est-ce qu'à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de se tourner vers des professionnels? Tu parlais tantôt de douance. Est-ce que c'est dans ce contexte-là que ça devrait nous sonner une cloche ou ça ne s'interprète pas du tout de cette façon-là? Je pense que ça peut en être une cloche qui est sonnée. Je pense que la première chose à faire, c'est de voir un petit peu le lien avec l'enseignante. Qu'est-ce qu'on peut être, c'est quoi ses observations à elle? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce que, justement, on parlait de cahier de dessin, mais est-ce qu'en classe, l'enfant qui a terminé peut avoir accès à faire quelque chose ou s'occuper autrement? Mais il faut savoir que la douance, même des fois, il y a des jeunes où ça ne ressort pas nécessairement. On pense plus à un TDAH ou un trouble de comportement et finalement, on se rend compte que c'est parce que cet enfant-là s'ennuie complètement, tu sais. Fait que je pense que c'est important, puis souvent, là, c'est ça, autour de première, deuxième et troisième année, c'est comme là où ça passe ou ça casse, de ne pas hésiter à avoir des évaluations pour aller voir si tu sais, le diagnostic, ce que je dis toujours, puis même la douance, c'est pas un diagnostic, c'est une façon de réfléchir qui est complètement différente, c'est une configuration de cerveau différente. Ça va pas changer l'enfant, puis ça va être le même avant et après, sauf qu'on va pouvoir reconnaître, puis des fois, ça aide à mettre en place des outils à l'école, des stratégies pour l'aider dans cette voie-là. Bon, après ça se peut que l'enfant soit
aient tous les mêmes comportements, puis on ne va pas vers un profil de douance où effectivement il y a de l'hyperactivité. Il y a beaucoup de choses qui ressortent à l'école à ces âges-là. Mais je pense que l'important, c'est de ne pas perdre la relation. On l'a dit tantôt, dans le 0-5 ans, elle reste importante toujours et que l'enfant ne voit pas, ben moi je suis poche ou moi je ne suis pas capable. Ça se peut que ce soit ennuyant, ça se peut, on ne travaille tous pas au même rythme, mais c'est ça aussi vivre en société. Nos collègues ne fonctionnent pas tous comme nous, puis c'est correct. Donc, je pense que c'est des belles occasions d'apprentissage aussi, plus au niveau social, gestion des émotions. Es-tu capable d'aller le nommer au professeur quand tu t'ennuies, quand tu aimerais autre chose, de tolérer que toi, tu as compris, mais il y a 3 élèves qui ont besoin de poser des questions. Donc, c'est des belles conversations à avoir, je trouve. Oui, et peut-être se donner du temps. Hein? C'est normal aussi des fois, puis vous me corrigerez si je me trompe, mais nous avons tous nos matières de prédilection. C'est normal qu'il y ait certains exercices qu'on termine en premier, comme tu as dit, Roxane, il faut patienter, mais c'est sûr que si notre enfant nous le verbalise là, vraiment de façon quotidienne et que justement ça amène autre chose, eh bien là, ça doit nous allumer comme parents. Et en terminant, j'aimerais que vous nous donniez peut-être chacune votre conseil ou votre suggestion bienveillante pour les parents pour qui l'école arrivera dans quelques mois chez leurs enfants. Est-ce qu'il y a une activité peut-être qui serait intéressante ou une vision qu'on pourrait avoir comme parents afin de bien accompagner notre enfant vers son passage, sa transition scolaire? On le sait, c'est important et ce n'est que le début vers un long parcours scolaire. Comment démarrer sur des bonnes bases? Une excellente question. Je pense qu'il pourrait y avoir plusieurs éléments de réponse. Moi, je mise beaucoup sur le plaisir d'interagir, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de partager une activité, un moment. Puis si j'y vais plus dans le concret langage, si les enfants, pas les enfants, mais les parents ont une seule chose à faire, c'est lire des livres, lire des histoires avec les enfants dès le plus jeune âge. Ce qu'on veut, c'est que le livre devienne une source de plaisir, que ce soit plaisant, parce que apprendre le langage oral, ça se fait pour la plupart des enfants de façon assez implicite au contact de l'environnement qui est enrichi en langage, alors que pour apprendre à lire et à écrire, pour tous les enfants, ça demande une implication, ça demande une mobilisation. Et si l'enfant n'a pas associé la lecture au plaisir en bas âge, ça va être difficile de lui faire associer la lecture au plaisir si c'est lui qui commence à faire cette activité-là, puis qui doit mettre tellement d'efforts, puis qui doit tellement se mobiliser. Alors que s'il a eu l'occasion de lire avec ses parents, bien, il va avoir envie de lire lui aussi, puis de faire comme papa-maman, d'en arriver à être autonome et à lire les livres par lui-même. J'aime beaucoup ça. Donc, le plaisir de la lecture pourrait déjà être un immense tremplin pour les premiers apprentissages de lecture, d'écriture. Roxane, de ton côté, as-tu une suggestion pour nous? Bien, je pense que, un peu comme dans tout, c'est de voir avec quelles lunettes on veut voir ça, cette entrée-là. Et comme on peut dire qu'il y a le Terrible Two, le Trinager, le Fucking Four, on peut voir, c'est une partie de ce qui se passe, mais c'est pas l'entièreté. Donc, on peut choisir sur quoi est-ce qu'on focus, sur ce qui va pas, ou de voir ça comme Moi, je trouve que c'est un super beau moment d'apprentissage puis d'évolution pour l'enfant, mais pour le parent aussi, parce qu'on a tous été à l'école et on a tous des histoires plus difficiles. On a tous nos peurs, nos craintes qui sont ancrées dans nos propres tranches de vie. Fait que je trouve que c'est un super beau moment pour nous aussi travailler sur nous, continuer cette différenciation-là avec l'enfant puis le voir mettre en place sa personnalité. Je trouve que c'est plein d'opportunités. Puis souvent, on focus sur ce qui ne va pas ou là, on a l'impression mais de se ramener à OK, avec quelles lunettes je veux voir ça puis essayer de voir toutes les possibilités d'évolution puis d'épanouissement à travers tout ça aussi. Et de souffrir, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de souffrir seul. Fait que je pense que même si l'école est difficile pour leur enfant, de toujours se ramener à la relation, de dire, ben le premier foyer, c'est la maison, c'est la famille. Donc, c'est ça, la force du lien. Je pense qu'on revient toujours à ça. Wow, j'adore ça, lui montrer que le foyer, il est inébranlable. Papa, maman, le noyau, le frère, on est là, on va te soutenir. Et tu l'as dit, souffrir, ce n'est pas grave, c'est souffrir seul qui est grave. J'adore cette phrase, je vais la retenir d'ailleurs, parce qu'on le sait, l'école, hein, c'est un terreau fertile pour les apprentissages, faire naître de nouveaux liens d'amitié. Il y a parfois de l'intimidation, des choses plus difficiles, mais en même temps, la vie, ce n'est pas toujours facile. Donc, je pense qu'en accompagnant notre enfant, en l'aidant à regarder à l'intérieur de lui-même pour trouver ses propres forces afin d'avancer et d'apprendre. Au final, c'est un
ça fait partie des plus belles facettes de notre rôle de parents. Merci beaucoup, mesdames. Dans le segment coup de cœur cette semaine, je vous présente Tutorax. Oui, c'est un service d'aide aux devoirs, mais qui peut nous être très utile comme parents dès le tout début du parcours scolaire de notre enfant. J'en discute aujourd'hui avec Audrey Cloutier de chez Tutorax. Bonjour Audrey. Bonjour Maggie, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Merci d'être là. Alors, j'aimerais savoir, dès le départ, Audrey, là, qu'est-ce qu'on peut, en tant que parent, surveiller peut-être ou tenter d'identifier quelques mois même avant l'entrée scolaire de notre enfant? Oui, donc à ce niveau-là, je vous dirais qu'il y a un peu 3 sphères, à vérifier, si je peux dire, à être vigilant. La première sphère, c'est au niveau du langage. Donc, vraiment s'assurer que notre enfant, est en mesure de bien s'exprimer, qu'il est en mesure de dire des mots qui sont clairs, qu'il va être en mesure de bien communiquer avec ses petits amis, avec, son enseignante, son enseignant également. Sinon, la deuxième sphère, toujours au niveau langagier, mais cette fois-ci au niveau des langues. Donc, si par exemple, la langue parlée, langue maternelle à la maison est une langue qui est autre que celle parlée à l'école, des fois, on va avoir là, des petites difficultés, des petits défis qui vont apparaître lors de la maternelle. Donc, ça, c'est un autre point également à surveiller. Et le troisième aspect, je vous dirais, ce serait pour les jeunes qui ont un petit peu plus une difficulté au niveau de l'attention. Donc, des jeunes qui ont un petit peu plus de difficulté à rester concentrés, à travailler sur différentes tâches. Ça aussi, ça peut être un aspect à surveiller. Mais justement, si en tant que parent, on a l'impression que notre enfant peut avoir certains défis, évidemment, on n'est pas des experts. Oui, on connaît bien notre enfant, mais on n'a pas nécessairement une formation. Lorsqu'on contacte Tutorax, comment ça peut fonctionner? Est-ce que vous êtes là pour nous guider? Oui, tout à fait. C'est vraiment notre mission. Donc, il y a plusieurs intervenants qui existent. Lorsque c'est la première fois qu'on s'inquiète un petit peu pour notre enfant, en fait, ça peut être toute une aventure dans laquelle on s'embarque de savoir quel intervenant exactement notre enfant a-t-il besoin. On a le mot orthophonie, orthopédagogie, tuteur, agent de stimulation du langage, orthothérapeute en tête, mais de les démêler, parfois, ça peut être difficile. Donc, nous, on est là pour ça. Des fois, ça peut peut-être être stressant pour le parent si, par exemple, on prend rendez-vous chez une orthophoniste. Par exemple, il y a certains délais avant de pouvoir la rencontrer. Et là, finalement, c'était plutôt une orthopédagogue dont on avait besoin. Eh bien là, donc, vous êtes là finalement pour nous aider peut-être à démêler tout ça? Oui, exactement, à démêler le tout. Donc, c'est vraiment juste de nous appeler. On prend le temps de vous poser les bonnes questions, de comprendre la situation de votre enfant. Puis des fois, bon, il y a certains enfants qui vont avoir besoin juste d'un petit suivi de quelques petites séances tout simplement de mise à niveau. D'autres enfants vont avoir besoin d'un petit peu d'un plus grand support, si je peux dire. Puis pour les listes d'attente, justement, comme l'orthophonie avec le COVID, il y a des répercussions sur les listes d'attente. Bien, parfois, il y a des belles alternatives aussi, comme la stimulation du langage, qui sont disponibles, puis que c'est possible d'avoir un suivi en 1 à 2 semaines, tout dépendant là, du besoin de l'enfant, si je peux dire. Donc, c'est ça. C'est tout simplement, on nous appelle, on vérifie le meilleur service. Si l'enfant a bien besoin également du service, des fois, ça arrive que des parents appellent, puis bon, on s'inquiète un petit peu. Ouais. Finalement, il n'y a rien de grave. On suit le cours. Mais justement, excuse-moi, c'est ce que j'allais dire. Si jamais nous, la lumière rouge s'allume, mais parfois on est peut-être en mode hyper vigilance, puis notre enfant, oui, peut avoir un léger défi, mais peut-être que certains coups de pouce peuvent être donnés à la maison. Est-ce que tu as de ton côté peut-être des idées ou des exercices ou des activités qu'on pourrait faire à la maison qui pourraient peut-être aussi nous aider à évaluer le défi de notre enfant s'il en a un? Oui, tout à fait. Au niveau des activités, bien, il y a plusieurs sphères qu'on peut aller travailler avec notre enfant et facilement en plus. Donc, par exemple, si on vient travailler tout ce qui est la motricité globale, la motricité fine, on peut venir le faire avec du sable kinétique, de la pâte à modeler, des blocs, dessiner. Sinon, on peut venir travailler au niveau de l'éveil à l'écriture, la lecture, aux mathématiques. Il y a plein de manières de le faire de manière ludique. Que ce soit avec du traçage, du coloriage. On peut emmener des lettres aimantées, ça se trouve au Dollarama. Oui. On peut les mettre dans le bain. Ça peut faire une belle activité pendant leur Écrire bain. son nom. Oui, exactement.
c'est sûr que, bon, avec les tout petits, ils ne savent pas encore lire. Donc, de faire la lecture à son enfant, ça peut être une belle manière aussi. Puis d'apporter la routine, des comptines. Donc, vraiment, toutes les activités, en fait, là, de la vie quotidienne peuvent se prêter à mettre la table. Bon, vous comprenez le principe, là. Mais oui, vraiment, de garder toujours l'œil ouvert, puis d'essayer de tourner un petit peu les situations d'un point de vue un petit peu, académique, si je peux dire, là. Plusieurs activités du quotidien sont vraiment propices à la stimulation. J'imagine que lorsqu'il y a une belle connexion parent-enfant, qu'on est dans le plaisir, eh bien, les bases sont là pour se lancer dans l'apprentissage sans finalement qu'on s'en rende compte. Exactement, tout à fait. Puis, il faut savoir aussi que c'est important d'amener la rentrée scolaire mais d'un bel âge. On ne veut pas non plus amener un stress à l'enfant. On veut que ce soit quelque chose de plaisant, que ce soit une belle aventure. Puis, il ne faut pas oublier non plus de faire confiance à notre enfant puis à son enseignant à l'école. Des fois, bon, même s'il y a des petits défis, bien, c'est des défis normaux. Il va apprendre aussi à l'école, là. Donc, c'est normal qu'il ne sache pas tout. Exactement. Il ne faut pas tout savoir en rentrant à la maternelle, là. Non, parce qu'effectivement, au contraire, ça pourrait manquer de stimulation puis peut-être devenir blasant pour l'enfant. Alors, s'il y a des parents qui décident de vous contacter, qui ont besoin de contacter Tutorax, Audrey, comment ça fonctionne? Oui, donc ils peuvent aller tout simplement là, sur notre site Internet, soit remplir une demande sur le site ou bien nous appeler directement. Puis, par exemple, pour les parents là, qui sont avec Kaleido, on a des belles promotions, tout dépendant des services. Il y a des heures gratuites puis des rabais ici et là qui sont offerts également. Donc, ça vaut la peine d'aller sur votre site et de voir là, les forfaits disponibles. Merci beaucoup, Audrey. Voilà, c'est ce qui complète cet épisode. Merci à Caroline Gendreau, orthophoniste, et également Roxane Larocque, psychologue. Dans le segment Coup de cœur, vous avez découvert Audrey Cloutier de chez Tutorax. Mon nom est Maggie Bélanger. Merci infiniment d'avoir choisi ce balado afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits.